Le Magicien d'Oz, chapitre 14. Les singes ailés. Vous vous souvenez qu'aucune route, aucun sentier ne relie le château de la vilaine sorcière de la cité d'Émeraude. Quand les 4 voyageurs étaient partis à la recherche de la sorcière, elle les avait vus arriver et avait envoyé les singes ailés pour les capturer. Mais il leur était beaucoup plus difficile de trouver leur chemin à travers les grands champs de boutons d'or et de pâquerettes que de se faire porter dans les airs. Bien sûr, ils savaient qu'ils devaient aller droit vers l'est, vers le soleil levant, et ils partirent dans la bonne direction. Mais à midi, quand le soleil fut au-dessus de leur tête, ils ne savaient plus faire la différence entre l'est et l'ouest, et c'est pourquoi ils se retrouvèrent perdus dans les champs. Ils continuèrent néanmoins à marcher, et le soir, la lune apparut et se mit à briller. Alors ils s'allongèrent parmi les fleurs écarlates au doux parfum, et dormirent profondément jusqu'au matin, tous, sauf l'épouvantail et le bûcheron en fer-blanc. Le lendemain matin, le soleil était caché par un nuage, mais ils se mirent en route, comme s'ils étaient tout à fait sûrs de la direction. « Si nous marchons assez longtemps, dit Dorothée, nous arriverons bien quelque part, j'en suis sûre. » Mais les jours passaient, et ils ne voyaient toujours rien d'autre devant eux que les champs de fleurs écarlates. L'épouvantail devint un peu grognon. « Nous avons certainement perdu notre chemin, marmonna-t-il, et si nous ne finissons pas par retrouver la route de la cité d'Émeraude, je n'aurai jamais de cervelle. Et moi, jamais de cœur, renchérit le bûcheron en fer-blanc. Il me semble que je n'aurai jamais la patience d'attendre que nous arrivions à Oz, et vous devez reconnaître que ce voyage est très long. Vous comprenez, fit le lion poltron d'un ton larmoyant, je n'ai pas le courage de continuer à avancer encore et encore, sans que cela nous mène quelque part. Puis ce fut au tour de Dorothée de perdre espoir. Elle s'assit dans l'herbe en regardant ses compagnons, et ils s'assirent dans l'herbe en la regardant, et Toto s'aperçut que pour la première fois de sa vie, il était trop fatigué pour pourchasser un papillon qui volait juste au-dessus de sa tête. Alors il sortit la langue et se mit à haleter en regardant Dorothée, comme pour lui demander ce qu'il devait faire. « Et si nous appelions les mulots » suggéra-t-elle. « Ils pourraient sans doute nous indiquer le chemin de la cité d'Émeraude. »« Ils le pourraient certainement » s'écria l'épouvantail. « Pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt ?» Dorothée souffla dans le petit sifflet qu'elle portait toujours autour du cou depuis que la reine des mulots le lui avait donné. Au bout de quelques minutes, ils entendirent de tout petits bruits de pattes, et une foule de mulots gris arrivèrent en courant vers elle. Parmi eux se trouvait la reine, qui demanda de sa petite voix pointue « Que puis-je faire pour vous, mes amis ?»« Nous avons perdu notre chemin, expliqua Dorothée. Pouvez-vous nous dire où se trouve la cité d'Émeraude ?»« Certainement, assura la reine, mais c'est très loin d'ici, car vous lui tournez le dos. » À cet instant, elle remarqua le bonnet d'or de Dorothée et reprit. « Pourquoi n'usez-vous pas de la magie du bonnet d'or pour appeler les singes ailés ? Ils vous transporteront à la cité d'Émeraude en moins d'1 heure. »« Je ne savais pas qu'il était magique, s'exclama Dorothée tout étonnée. Quelle est sa magie ?»« C'est écrit à l'intérieur du bonnet d'or, répliqua la reine des mulots. Mais si vous appelez les singes ailés, nous devons nous sauver, car ils sont pleins de malice et prennent grand plaisir à nous tourmenter. »« Ne vont-ils pas me faire du mal ?» s'inquiéta la petite fille. « Oh non, ils doivent obéir à celui qui porte le bonnet. Au revoir !» Et elle disparut en trottinant avec tous les mulots se hâtant dans son sillage. Dorothée examina l'intérieur du bonnet d'or et découvrit des mots écrits sur la doublure. Ce doit être la formule magique, songea-t-elle. Alors elle lut attentivement les indications et mit le bonnet sur la tête. « Épée, pépé, caquet » prononça-t-elle en se tenant sur la jambe gauche. « Que dites-vous » s'enquit l'épouvantail, qui ne savait pas ce qu'elle faisait. « Ça, li, ça, lé, ça, lu » continua Dorothée en se tenant cette fois sur la jambe droite. « Salut » répondit tranquillement le bûcheron en fer-blanc. « Ziz, ziz, zuz, ziz, zik » récita Dorothée qui se tenait maintenant sur ses 2 pieds. Elle avait fini de réciter la formule magique, et ils entendirent un grand brouhaha de bavardage et de battements d'ailes, tandis que la bande de singes ailés volait vers eux. Le chef s'inclina très bas devant Dorothée et demanda « Qu'ordonnes-tu » ? « Nous voulons aller à la cité d'Émeraude, déclara l'enfant, et nous avons perdu notre chemin. »« Nous vous y transporterons, répliqua le chef. Et à peine avait-il fini de parler que 2 des singes prirent Dorothée dans leurs bras et s'envolèrent avec elle. D'autres prirent l'épouvantail, le bûcheron en fer-blanc et le lion, et un petit singe attrapa Toto et s'envola à leur suite, tandis que ce dernier essayait désespérément de le mordre. L'épouvantail et le bûcheron en fer-blanc furent d'abord alarmés, car ils n'avaient pas oublié de quelle terrible manière les singes ailés les avaient traités la première fois. Puis, voyant qu'ils n'avaient pas de mauvaises intentions,
Ils se laissèrent porter dans les airs avec bonne humeur et passèrent un excellent moment à regarder les jolis jardins et les bois loin au-dessus d'eux. Dorothée était confortablement installée entre deux des plus grands singes, dont l'un était roi lui-même. Il avait formé un siège avec leurs mains et faisait bien attention à ne pas lui faire mal. « Pourquoi devez-vous obéir à la magie du bonnet d'or » interrogea-t-elle. « Oh, c'est une longue histoire, rétorqua le chef en riant. Mais comme nous avons un long voyage devant nous, je la raconterai pour passer le temps si vous le souhaitez. Je serai ravie de l'entendre, insista-t-elle. Jadis, commença le chef, nous étions un peuple libre, et nous vivions heureux dans la grande forêt, volant d'arbre en arbre, mangeant des fruits et des noix, et ne faisant rien d'autre que ce que bon nous semblait, sans appeler quiconque du nom de maître. Peut-être certains d'entre nous étaient-ils parfois un peu trop malicieux. Pour s'amuser, il leur arrivait de faire du rase-motte pour tirer la queue des animaux sans ailes, de pourchasser les oiseaux ou de lancer des noisettes sur des gens qui se promenaient dans la forêt. Mais nous vivions heureux et insouciants en prenant du bon temps et en profitant de chaque instant de la journée. C'était il y a des années, bien avant qu'Oz ne sorte des nuages pour régner sur ce pays. À cette époque vivait loin au nord une belle princesse, qui était également une puissante sorcière. Elle n'usait de sa magie que pour aider les gens, et personne n'entendait jamais dire qu'elle avait nui à quelqu'un de bon. Elle s'appelait Gaïelette et demeurait dans un magnifique palais fait de grosses pierres de rubis. Tout le monde l'adorait, mais sa plus grande peine venait de ce qu'elle ne trouvait personne à aimer en retour, car tous les hommes étaient bien trop laids et bêtes pour s'unir à quelqu'un d'aussi beau et d'aussi sage. Cependant, elle finit par trouver un garçon qui était beau, courageux et sage, au-delà de son âge. Gaïelette résolut que lorsqu'il serait devenu un homme, elle ferait de lui son mari. Elle l'emmena dans le palais de Rubis et eut recours à tous ses pouvoirs magiques pour le rendre aussi fort, aussi bon, aussi beau qu'une femme peut le souhaiter. Devenu un homme, Kelala, c'était son nom, fut considéré comme le meilleur et le plus sage de tout le pays, et sa beauté était telle que Gaïelette l'aimait tendrement et qu'elle était impatiente que tout fût prêt pour le mariage. Mon grand-père était à l'époque le roi des singes, qui vivait dans la forêt, non loin du palais de Gaïelette. Et le vieux bonhomme adorait blaguer, encore plus que de faire un bon dîner. Un jour, peu avant les noces, alors qu'il était en train de voler avec sa bande, mon grand-père aperçut Kelala qui se promenait au bord de la rivière. Il portait un riche costume de soie rose et de velours pourpre, et mon grand-père voulut voir de quel bois il était fait. Sur son ordre, les singes de sa bande volèrent jusqu'à Kelala et s'emparèrent de lui, puis l'emportèrent dans les airs jusqu'au milieu de la rivière et le lâchèrent au-dessus de l'eau. « Nage, mon joli monsieur !» cria mon grand-père. « Nous verrons si l'eau abîme ton bel habit. » Kelala était bien trop sage pour ne pas nager, et toute sa bonne fortune n'avait pas gâté son caractère. Il rit en remontant à la surface et nagea jusqu'à la berge. Mais lorsque Gaïelette accourut vers lui, elle vit que l'eau avait ruiné la soie et le velours de ses habits. La princesse se mit en colère, et elle savait bien sûr qui avait fait le coup. Elle fit amener devant elle tous les singes ailés et ordonna qu'on leur liât les ailes et qu'on les traitât comme ils avaient traité Kelala, en les jetant dans la rivière. Mais mon grand-père la supplia, car il savait que les singes se noieraient dans la rivière s'ils avaient les ailes attachées, et Kelala se joignit à lui pour lui prendre leur défense. Si bien que Gaïelette consentit finalement à les épargner, à condition que désormais et pour toujours, les singes ailés obéissent 3 fois aux ordres de celui qui possédait le bonnet d'or. Ce bonnet d'or était un cadeau de mariage destiné à Kelala, et l'on dit qu'il avait coûté à la princesse la moitié de son royaume. Bien sûr, mon grand-père et tous les autres singes acceptèrent la condition, et c'est ainsi qu'il se fait que nous sommes 3 fois les esclaves de celui qui possède le bonnet d'or, quel qu'il soit. « Et que sont-ils devenus ?» questionna Dorothée, que cette histoire avait énormément intéressée. « Comme Kelala fut le premier possesseur du bonnet d'or, reprit le singe, il fut le premier à qui nous dûmes accorder ses souhaits. Et comme son épouse ne supportait pas notre vue, il nous appela dans la forêt après son mariage et nous ordonna de rester là où elle ne pourrait jamais poser les yeux sur un singe ailé, ce qui nous convenait tout à fait, car nous avions peur d'elle. C'est tout ce que nous eûmes à faire, jusqu'à ce que le bonnet d'or tombât entre les mains de la vilaine sorcière de l'Ouest. Elle nous fit réduire les papillotins en esclavage, puis elle nous ordonna de chasser Oz lui-même du pays de l'Ouest. Maintenant le bonnet d'or est à toi, et 3 fois tu as le droit d'exiger de nous la réalisation d'un souhait.
Comme le singe ailé arrivait à la fin de son histoire, Dorothée regarda en bas et vit étinceler devant elle les murs verts de la cité d'Émeraude. Elle s'émerveilla de la rapidité du vol des singes, mais se réjouit d'atteindre le bout du périple. Les étranges créatures posèrent les voyageurs avec délicatesse devant les portes de la cité. Le chef s'inclina devant Dorothée et reprit aussitôt son vol rapide, suivi de toute sa bande. « Ce fut un agréable voyage, remarqua la petite fille. « Oui, et un moyen rapide de faire cesser nos ennuis, conclut le lion. Quelle chance que vous ayez emporté ce merveilleux bonnet !»